Bonjour, donc je voudrais reprendre le cours à partir de la lecture du texte de Jean-Jacques Rousseau que nous avions commencé à étudier la dernière fois que nous nous sommes vus. Il s'agit donc d'un extrait du discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes pour ce philosophe des Lumières qui, on va le voir, des fois par rapport à la position de Pascal, à la fois une idée relativement similaire, mais qui profondément change quant à la vision du devenir de l'humanité. Le texte se décompose en deux parties distinctes. Une première partie qui effectivement reprend exactement les idées de Pascal, jusqu'ici, puis une deuxième partie dans laquelle la vision de Rousseau se distingue radicalement de celle de l'auteur précédent. Reprenons notre lecture par la première partie du texte. Je la relis. Mais, quand les difficultés qui environnent toutes ces questions laisseraient quelques lieux de disputer sur cette différence de l'homme et de l'animal, il y a une autre qualité très spécifique qui les distingue et sur laquelle il ne peut y avoir de contestation, c'est la faculté de se perfectionner. Faculté qui, à l'aide des circonstances, développe successivement toutes les autres et réside parmi nous, tant dans l'espèce que dans l'individu, au lieu qu'un animal est, au bout de quelques mois, ce qu'il sera toute sa vie, et son espèce au bout de 1000 ans, ce qu'elle était la première année de ces 1000 ans. Examinons donc le début du texte. Mais quand les difficultés qui environnent toutes ces questions laisseraient quelques lieux de disputer sur cette différence de l'homme et de l'animal, il y a une autre qualité très spécifique qui les distingue. Autrement dit, Rousseau, dans ce texte, répond à une série d'objections qui auraient pu lui être faites sur la différence entre l'homme et l'animal. Il est évident que même si nous sommes encore dans un climat majoritairement théologique, inspiré par la Bible, où la plupart des contemporains de Rousseau pensent encore très fortement une différence, une distinction entre l'homme et l'animal, il est vrai que sous l'impulsion des Lumières, on commence d'ores et déjà, à la fin du XVIIIe siècle, à s'interroger véritablement sur cette différence entre l'homme et l'animal, et il y a besoin effectivement de tracer ou de retracer les limites entre les deux. Or, ce que nous dit Rousseau ici, c'est qu'il y a effectivement au moins une qualité qui permet de faire la différence fondamentale entre l'homme et l'animal. Quelle est cette différence? La fin de la phrase nous renseigne. C'est une qualité sur laquelle nous dit Rousseau, il ne peut y avoir de contestation, autrement dit, qui devrait faire céder toutes les critiques qu'on pourrait adresser au texte de Rousseau. Et cette qualité, c'est, nous dit-il, la faculté de se perfectionner. C'est ce que nous avons vu chez Pascal, l'idée que l'homme est un être de culture et que finalement, cette culture s'enrichit progressivement d'une génération à l'autre, d'un homme à l'autre, qu'il y a transmission de la culture et que c'est cette culture qui fait l'homme. Rappelez-vous la formule que nous avons énoncée en cours, cette formule, cette idée de dire on ne naît pas homme, on le devient, avec cette idée qu'il y a donc progressivement, au cours de l'histoire ou de la vie de l'individu, une amélioration de la capacité de chaque individu. Notez que le terme de perfectionner n'est pas un terme neutre. Effectivement, se perfectionner, c'est aussi l'idée qu'on avance vers un meilleur. Autrement dit, ici Rousseau défend bien l'idée que l'humain devient de plus en plus humain. Il y a une humanisation progressive grâce à la culture. Alors concernant cette faculté, Rousseau précise bien qu'elle se développe successivement et qu'elle développe successivement toutes les autres. Autrement dit, la faculté de se perfectionner est véritablement le moteur du développement de l'intégralité de l'être humain. Ce développement se fait, nous dit-il, à l'aide des circonstances. Autrement dit, c'est par la rencontre de situations ordinaires, la rencontre des autres hommes, que la culture s'accroît au sein d'un individu. Je vais croiser mon voisin, je vais croiser un professeur, je vais rencontrer un livre, je vais rencontrer un savoir-faire, et tous ces apports successifs vont enrichir ma compétence, ma connaissance, et vont me permettre de me perfectionner. Et Rousseau nous dit, finalement, cette faculté de se perfectionner va aussi développer toutes les autres facultés dans l'homme. Il est bien évident que Rousseau veut parler là des facultés morales, des facultés d'intelligence, des facultés de sociabilité. Autrement dit, plus ma culture avance, plus je suis capable de vivre parmi les autres hommes, d'être poli, de répondre aux sollicitations. Je vais par exemple devenir plus intelligent en mécanique, progresser dans un savoir-faire, je vais devenir meilleur en physique, progresser dans un savoir, mais je vais être aussi plus à même de m'insérer parmi les autres hommes. C'est progressivement, de l'enfance à l'âge adulte, que j'acquiers des capacités de sociabilité, de politesse, qui me permet de savoir me déplacer dans un groupe d'adultes, trouver ma place, etc. C'est bien donc l'augmentation de ma culture, cette humanisation progressive, qui me permet
finalement de développer l'intégralité de ce que je serai plus tard. Alors Rousseau prend soin de nous rappeler que ce processus de perfectionnement réside chez l'homme non seulement dans l'espèce, mais aussi dans l'individu. Alors nous avons développé d'ores et déjà en classe cette idée. Il conviendrait, dans une explication de texte, d'être très attentif à ces deux mots, ce balancement, l'espèce et l'individu. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, au sein de l'individu, commençons par finalement le plus simple, c'est dans l'individu lui-même, comme nous venons de le dire, que finalement la perfection est acquise progressivement. En tant qu'homme, je démarre l'existence vierge de toute chose, je viens au monde, comme nous le rappelle le mythe de Prométhée, sans rien posséder de spécifique, je n'ai aucune nature, rien d'inné en moi. C'est progressivement que l'individu se construit par les apports culturels. Donc l'individu, chacun d'entre nous, progresse et s'humanise grâce à l'apport de la culture. Mais au final, et c'est ce que nous dit Rousseau, il n'y a pas que les individus, il y a l'espèce tout entière. Alors par cette expression, il faut bien évidemment entendre l'idée d'une humanité en général. Rousseau pense ici à un point de vue universaliste. Il dit, si vous regardez l'espèce humaine dans son intégralité, vous allez constater que cette espèce elle-même s'est perfectionnée. Alors, on retrouve ici évidemment l'idée que Pascal développait précédemment. Vous vous souvenez de l'expression du texte pascalien, nous disait, et c'est comme si tous les hommes ne formaient qu'un seul individu. Donc cette idée que finalement, si l'on prend l'histoire de l'humanité depuis ses origines jusqu'à aujourd'hui, l'ensemble des hommes ont progressé. Nous sommes passés d'un état quasi animal, nos ancêtres il y a 1 million d'années grognaient, étaient peu capables de technique, étaient à peine capables de produire du feu et de se nourrir. Et nous sommes parvenus, déjà à l'époque de Rousseau au XVIIIe siècle, dans un état de développement suffisant pour dire qu'il y a eu véritablement progrès. Alors, nous pouvons évidemment reporter sur Rousseau les critiques que nous avons déjà faites à Pascal. Cette vision d'une humanité unique et qui progresserait dans son ensemble est fort contestable. C'est en tout cas ce que nous avons appris avec l'anthropologie moderne. Rappelez-vous, nous avons fait cette critique à travers Lévi-Strauss. Il n'est pas sûr que l'humanité ait un développement absolument unanime. Il n'est pas sûr que toutes les civilisations aient progressé de la même façon. Il n'est même pas sûr que toutes les cultures puissent se dissoudre les unes dans les autres. Mais bon, cela dit, Rousseau essaye d'élever ici son point de vue pour montrer que même dans l'espèce dite humaine, il y a effectivement une continuité culturelle et un progrès commun. Alors évidemment, par opposition, l'animal ne se comporte pas du tout de la même façon. Le balancement, la deuxième partie de la phrase, au lieu qu'un animal ait au bout de quelques mois ce qu'il sera toute sa vie, et son espèce au bout de 1000 ans ce qu'elle était la première année de ces 1000 ans, on retrouve là, par opposition, le statut animal. L'animalité enfermée dans l'instinct qui finalement tourne en rond, on pourrait dire, sous les impulsions de la nature, mais qui tourne en rond malgré tout. Rappelons-nous la phrase de Pascal sur finalement les abeilles qui produisent exactement le même geste qu'il y a 1000 ans. Rousseau nous rappelle effectivement ici de la même façon que l'animal n'est pas un être de perfection. Et de la même façon que tout à l'heure, il nous rappelle que ceci est vrai au niveau de l'individu comme au niveau de l'espèce. Finalement, un jeune chiot possède dans ses caractères innés, dans son ADN, dans sa génétique, il possède de façon héréditaire un certain nombre de qualités qui vont se développer et qui sont similaires chez tous les chiots de la même espèce. Finalement, il y a même, on pourrait dire, une indistinction entre l'individu et l'espèce dans le monde animal, puisque l'individu, justement, a tendance à reproduire un comportement spécifique, c'est-à-dire il a tendance à reproduire ce que tous les autres chiens de la même espèce auraient tendance à faire. Et c'est bien ce que l'on voit, finalement, il n'y a pas de progrès dans le monde animal, les animaux ne cessent finalement de faire comme faisaient leurs ancêtres, on peut le voir sur de multiples espèces. Alors évidemment, ce point de vue pourrait être nuancé, on va dire, par des études plus contemporaines où nous avons pu remarquer qu'il y a bien quelques espèces qui ont fait des progrès, notamment des espèces de singes chimpanzés capables d'avoir inventé des formes d'instrumentalité ou des rudiments de médecine. On en discutera à un autre moment. Mais il est vrai que globalement, l'instinct empêche l'animal de prendre des décisions, d'agir par lui-même et donc de faire perfectionner sa propre espèce. Donc dans ce paragraphe, premier paragraphe, il n'y a pas de distinction fondamentale entre ce que nous disait Pascal et ce que nous dit aujourd'hui Rousseau. On pourrait même penser que Rousseau défend lui aussi l'idée d'un progrès humain continu. On va voir que ce point de vue est évidemment complètement pondéré dans la deuxième partie du texte.
En effet, le texte deuxième partie du texte s'ouvre par un paradoxe, puisque alors que l'on croyait voir Rousseau développer une théorie jusqu'à présent du progrès humain, ici il tente le paradoxe en posant la question: pourquoi l'homme seul est-il sujet à devenir imbécile? Évidemment, le terme est fort, hein, je vous ai dit, c'est imbécilité, c'est le fait de devenir, on pourrait remplacer ici, substituer le mot de stupide, comme si l'homme, effectivement, était la seule espèce capable de perdre finalement toute forme d'intelligence. Alors, évidemment, rupture avec la partie précédente, on va voir que Rousseau nous explique que finalement, ce qui fait notre force, la capacité à se perfectionner, est aussi ce qui peut faire la détresse humaine. Et on va voir qu'il y a une figure ambiguë de l'humanité chez Rousseau, un homme qui peut être soit superbe, soit, comme on va le voir dans les moments qui viennent, soit une catastrophe pour lui-même et pour l'ensemble de son espèce. Alors, comment Rousseau justifie-t-il ce point de vue? Bien, les phrases suivantes nous l'expliquent. N'est-ce point qu'il retourne ainsi dans son état primitif, et que tandis que la bête qui n'a rien acquis et qui n'a non plus rien à perdre, reste toujours avec son instinct, l'homme, reperdant par la vieillesse ou d'autres accidents tout ce que sa perfectibilité lui avait fait acquérir, retombe ainsi plus bas que la bête même. L'idée ici est la suivante. Si l'homme naît sans caractère inné, ça veut dire que l'homme est un être vide, hein, je renvoie encore une fois au mythe de Prométhée. C'est un être vide qui peut se remplir, mais comme toute chose qui peut se remplir, l'homme peut aussi complètement se vider. On pourrait dire que l'homme est en quelque sorte une barrique qui se remplit progressivement au fil de la vie, mais si toutefois il y a une fuite dans cette barrique, ou si toutefois un accident vient briser cette barrique, et bien évidemment toute la connaissance va se vider et l'homme va retomber dans un état catastrophique. On voit là le paradoxe, hein, c'est-à-dire que finalement, Rousseau ici retourne finalement le mythe de Prométhée. Le mythe prométhéen nous enseignait que l'homme n'avait rien, mais que son intelligence était ce qui faisait sa force. L'homme avait par là triomphé de toutes les autres espèces. Oui, certes, nous dit Rousseau, mais du coup, imaginons le mouvement inverse. Imaginons que cette connaissance vienne à partir d'un individu. Alors, l'homme se retrouve plus bas que la bête. Plus bas parce que la bête, elle, sera toujours dans son hérédité, dans ses caractères innés, pourvu d'un certain nombre de qualités qui assureront sa survie. Quoi qu'il arrive à l'ours, il garde ses griffes, il garde son instinct de tueur, il garde son instinct chasseur, et jusqu'au bout, il va pouvoir suppléer son existence. Inversement, l'homme, lui, si toutefois, par, comme le dit le texte, un accident de la vie, était amené à perdre tout ou partie de son intelligence, de sa capacité de réflexion, alors rien en lui ne s'exprimant, comme l'homme n'a aucun caractère inné, alors l'homme va se trouver acculé à une extrême faiblesse. On le voit dans le cas d'individus soumis à des accidents touchant leur intellect ou des maladies dégénératives, comme on le voit de plus en plus. Vous avez cité en classe, c'était un très bon exemple, l'idée par exemple d'Alzheimer ou aujourd'hui d'autres maladies dégénératives. On voit bien que les individus n'arrivent même plus à suppléer à leur propre existence, ils ne savent plus faire les gestes du quotidien et ils tombent plus bas finalement que la bête elle-même, nous dit Rousseau. C'est un point de vue extrêmement cruel, malheureusement, mais Rousseau n'a pas complètement tort. Alors il faut bien voir que les exemples que nous venons d'évoquer étaient des exemples de survie, mais Rousseau va beaucoup plus loin que cela, puisque rappelez-vous que la faculté de perfectibilité, on l'a évoqué au-dessus, est une faculté qui développe toutes les autres, y compris les facultés morales, les vertus morales, les politesses, etc. Autrement dit, ce que nous dit Rousseau ici, c'est que si notre perfectibilité est atteinte, nous pouvons aussi, dès lors, atteindre justement ces autres facultés. L'homme peut très bien, par les accidents de la vie, devenir moins sociable, moins poli, voire carrément immoral. Ce que veut nous dire Rousseau ici, c'est que l'homme, quand il parle de la bête, là rappelez-vous, nous l'avions évoqué dans un autre texte, que la bête a au moins des limites naturelles qui contrôlent son action. Je vous l'avais dit en cours, le lion va tuer une gazelle par nécessité naturelle, mais il ne lui viendrait pas à l'esprit d'assassiner par plaisir tout le troupeau. Finalement, la loi naturelle dans ce lion, l'instinct en lui l'empêcherait et le freinerait et l'empêcherait de tuer le troupeau tout entier.
Chez l'homme, un accident de la vie, un affaiblissement des vertus intellectuelles peut entraîner, nous dit Rousseau, un affaiblissement aussi des vertus morales, et l'on voit très bien des hommes, finalement, se conduire pire que des bêtes, assassiner un grand nombre d'individus, être capables des comportements les plus vils, les plus dangereux pour l'humanité tout entière. Et c'est ainsi que le point de vue de Rousseau devient fondamentalement pessimiste. On voit bien la phrase suivante: il serait triste pour nous d'être forcés de convenir que cette faculté distinctive et presque illimitée est la source de tous les malheurs de l'homme, et que c'est elle qui le tire à force de temps dans cette condition originaire dans laquelle il coulerait des jours tranquilles et innocents. Alors, première remarque, le début de la phrase, Rousseau nous parle de tristesse. Il faut bien voir que, je vous l'ai dit, Rousseau est un penseur des Lumières, autrement dit, un penseur qui met en avant la raison humaine. Rousseau partage ce sentiment que tous les hommes possèdent en eux une faculté de raison qui devrait normalement les mener vers le meilleur. Pourtant, Rousseau nous dit, et c'est là la partie pessimiste de son texte, Rousseau nous dit que l'homme peut être mal dirigé, que son intellect peut s'affaiblir et qu'il peut devenir immoral, voire associable. Et le reconnaître est pour Jean-Jacques Rousseau finalement une source de tristesse. Lui qui, comme les penseurs des Lumières, pense que l'humanité peut aller vers son meilleur, tout d'un coup, il se rend compte que l'humanité peut aussi aller à sa perte. Dans ce texte de Rousseau, on pressent effectivement toute la détresse de l'humanité, finalement, que l'histoire révélera à travers ces guerres imbéciles, guerres de religion, guerres pour du pain. Mais on peut aussi comprendre qu'à l'opposé de Pascal, Rousseau commence à développer une pensée assez pessimiste sur le devenir de l'humanité que malheureusement l'histoire moderne et contemporaine a finalement validé. Je pense au massacre du XXIe siècle ou du XXe siècle évidemment. On en parlera quand on fera le cours sur l'histoire, mais le mythe du progrès a aujourd'hui quand même du plomb dans l'aile. Alors la fin de la phrase évoque une thématique typiquement rousseauiste. On parle de rousseauisme de manière générale en philosophie ou même dans l'histoire des arts pour illustrer cette pensée de Rousseau qui consiste à imaginer un homme beaucoup plus heureux dans ce que Rousseau appelle ici la condition originaire. C'est cette idée chez Rousseau que l'humanité a connu une période de bonheur et de joie quand les hommes n'étaient pas encore réunis au sein des cités et lorsqu'ils ne connaissaient pas encore la vie moderne qui est déjà celle de l'époque de Rousseau. On parle d'un naturalisme chez Rousseau ou d'un retour à la nature. La pensée de Rousseau a inspiré un grand nombre d'auteurs ou de peintres à travers l'histoire de l'humanité. Cette idée de retour à une nature primordiale, l'idée que l'homme, quelque part, aurait à l'origine eu une forme de symbiose avec la nature et que progressivement, il s'en serait écarté pour son malheur. C'est exactement ce que dit la phrase ici. Finalement, la faculté de se perfectionner dont parle le texte depuis le début, Rousseau nous dit que c'est elle qui, ici, tire l'homme, à force de temps, de cette condition originaire dans laquelle il coulerait des jours tranquilles et innocents. Alors l'idée de Rousseau, c'est une idée qu'on retrouvera dans la philosophie politique de Rousseau, c'est l'idée que l'homme a connu d'abord ce qu'il appelle un état de nature. Alors un état de nature avec un petit e, hein, état de nature comme l'état dans lequel se trouvait l'humanité. En philosophie, on écrit état avec un grand E quand on parle de l'état politique, c'est-à-dire de cette structure qui encadre un peuple. Ici, Rousseau nous parle de l'état de nature, donc je mets ici une définition, c'est l'état de l'humanité avant que les hommes vivent regroupés. Rousseau imagine qu'à l'origine, les hommes vivaient en petits groupes, en petits clans, séparés les uns des autres. Et dans cet état, nous dit Rousseau, l'homme était parfaitement heureux. Pourquoi ? Parce que finalement, il ne connaissait encore aucun vice, les vices que nous connaissons dans le monde contemporain, cupidité, désir, envie, volonté de meurtre, etc., etc. En effet, pour Rousseau, dans cet état de nature, les hommes n'ont qu'un souci, c'est ce souci de ce qu'il appelle l'amour de soi. Alors,
qu'est-ce que c'est que l'amour de soi? C'est simplement le fait que les individus cherchent à survivre pour eux-mêmes par tous les moyens. C'est cet amour de soi qui les pousse à chercher de la nourriture, de la boisson, et c'est une vertu positive chez Rousseau. Cet amour de soi, finalement, nous pousse à vouloir le meilleur pour nous-mêmes et nos proches, à finalement assurer une certaine forme de confort. C'est donc une vertu qui va pousser l'homme, bien sûr, à se développer, mais de se développer de manière positive. Donc l'état de nature est un état d'amour de soi. Tout va changer, nous dit Rousseau, à partir du moment où l'homme va rentrer en état civilisé, ou plutôt en état politique, c'est-à-dire au moment où l'homme va se trouver confronté aux autres hommes. La thèse de Rousseau, dans le texte L'essai sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes, Rousseau défend l'idée que si les hommes se sont rapprochés, ce n'est pas par volonté personnelle, mais simplement du fait des catastrophes naturelles, tremblements de terre, inondations ou encore sécheresse, raréfication de la nourriture, qui a progressivement poussé les individus à se rapprocher les uns des autres. Les individus, finalement, sont conduits à un état politique dans lequel ils sont contraints de vivre les uns à côté des autres. Or, ce nouvel état, pour Rousseau, est un état qui finalement, justement, n'est pas un bon état. Ou plutôt, c'est dans cet état finalement politique que les individus vont commencer à développer des pulsions qui ne sont pas les bonnes pour eux-mêmes. En effet, nous dit Rousseau, les individus vont développer ce qu'il appelle un amour-propre. On voit finalement comment Rousseau travaille l'expression passage de l'amour de soi à l'amour-propre. L'amour-propre, vous connaissez l'expression, qu'est-ce que c'est qu'avoir un amour-propre? C'est finalement une forme d'égoïsme qui consiste à vouloir surpasser l'autre. J'ai envie de montrer à l'autre qui je suis, j'ai envie de le surpasser pour lui montrer à quel point je suis meilleur que lui. À l'état de nature, cet amour-propre n'existe pas. Le sujet n'a qu'une envie, c'est finalement de survivre en trouvant de quoi manger et de quoi boire. C'est la confrontation avec les autres individus c'est cette confrontation qui va développer finalement cette nouvelle qualité qui est l'amour-propre. Alors l'amour-propre chez Rousseau pourrait être positif. On pourrait penser que finalement il y a une émulation à l'idée d'être le plus beau, le plus fort ou tout simplement le plus intelligent. Finalement, est-ce qu'il ne faut pas un peu de compétition pour que certains individus pensent à développer leur intelligence? A priori, l'amour-propre n'est pas forcément négatif, mais Rousseau nous dit que la plupart du temps, eh bien, cela va gâter l'individu. Cet amour-propre va nous pousser à vouloir ce que l'autre a et nous pousser donc du coup à des sentiments négatifs comme la jalousie. Cela va nous pousser éventuellement à une forme de violence, vouloir prendre à l'autre ce qui finalement lui appartient. Bref, c'est là que Rousseau rentre dans une vision pessimiste de l'homme. L'homme s'écarte finalement de ce qui était bon pour lui pour finalement devenir un être imbécile. C'est pour ça que le texte nous dit que dans l'état de nature, l'homme coulait des jours tranquilles et innocents. Innocent, on pense effectivement à cette idée d'absence de crime, cette absence de violence à l'encontre des autres, cette absence de jalousie. Mais désormais, du fait de la perfectibilité, l'homme est sorti de cet état et désormais nous vivons en société dans une condition politique qui pour Rousseau est quelque part bien pire que celle que nous avions à l'état de nature. Donc c'est cette conception, comme je le disais au départ, qu'on appelle le rousseauisme, c'est-à-dire cette idée que la vie au sein de la nature, avant la constitution politique, est bien meilleure pour l'être humain que la vie dans les sociétés politiques. C'est une idée qui va se développer au cours de l'histoire et qu'on retrouve aujourd'hui dans certaines théories écologiques ou politiques, cette idée qu'il faut rompre avec la société ou la civilisation pour finalement renouer quelque part avec l'état de nature. Je vous renvoie pour un point de vue contradictoire, par exemple, au texte de Freud que vous avez eu en devoir avant les vacances. Freud, justement, s'alarmait d'une telle posture en disant, vous vous en souvenez, que finalement, cette haine de la civilisation, cette haine de la culture était extrêmement préjudiciable à l'homme. Il y aurait là tout un travail à faire jouer le texte de Freud avec le texte de Rousseau. Alors la fin du texte développe jusqu'au bout cette idée pessimiste, on le voit, fin de la phrase, que c'est elle qui, faisant éclore avec le siècle des Lumières et ses erreurs, ses vices et ses vertus, le rend à la longue le tyran de lui-même et de la nature. Très joli balancement dans la phrase, éclore avec le siècle des Lumières et ses erreurs. Vous voyez qu'on a cette idée que la faculté de perfectibilité, siècle des Lumières,
est immédiatement accolé à l'idée de l'imbécilité, ses erreurs. Pour Rousseau, il n'y a évidemment, l'un ne va pas sans l'autre. La qualité de l'homme est aussi finalement ce qui fait son malheur. Il y a chez l'homme ce visage qu'on pourrait qualifier de visage de Janus, un double visage. L'homme est à la fois un ange et un démon. Il pourrait être le meilleur, il tombe le plus souvent dans l'erreur. L'amour de soi est une vertu, l'amour propre est une catastrophe. On le voit, deuxième partie de la phrase, ses vices et ses vertus, même remarque, même balancement. Fin de la phrase, et à la fin, cela le rend à la longue le tyran de lui-même et de la nature. Le tyran de lui-même, l'homme, effectivement, est capable d'être épouvantable pour ses concitoyens, je vous l'ai expliqué, l'amour propre nous pousse finalement à voler, prendre, être un criminel à l'encontre des autres hommes, parce que nous sommes jaloux de ce qu'ils possèdent, parce que nous voulons ce qu'ils possèdent pour apparaître comme meilleurs qu'eux. Et dernière partie remarquable de Rousseau et de la nature, c'est-à-dire que dans ce texte de la fin du XVIIIe siècle, Rousseau déjà imagine que cet amour-propre va pousser l'homme à finalement martyriser la nature, à la domestiquer, à en extraire finalement le maximum. Il y a déjà chez Rousseau comme une préfiguration de ce qui aujourd'hui nous semble une évidence, c'est-à-dire l'idée qu'il y aura progressivement un épuisement de la nature par l'homme et que cet épuisement est évidemment préjudiciable à l'homme lui-même. Donc vous voyez, on a ici vraiment ce qu'on appelle le rousseauisme, c'est-à-dire une nostalgie de l'état de nature, une nostalgie d'une harmonie entre l'homme et la nature. On pourrait en faire le reproche à Rousseau, y a-t-il eu véritablement une harmonie entre l'homme et la nature, mais il y a cette idée qu'en tout cas nous nous en sommes fondamentalement écartés, et il y a un pessimisme foncier de Rousseau dans ce texte qui consiste en tout cas à critiquer la notion de progrès. Pas sûr, nous dit Rousseau, que le progrès de l'humanité est en route. Il est même pour Rousseau évident que finalement nous risquons de devenir des tyrans pour l'humanité, des tyrans pour la nature. Alors faut-il dire pour autant que Rousseau est fondamentalement pessimiste? Ce ne serait pas tout à fait vrai. Pour Rousseau, il en va surtout d'une question d'éducation. Rousseau, je vous l'ai dit en classe, a écrit un traité d'éducation qui s'appelle Émile ou de l'éducation, dans lequel Rousseau explique que si on élève bien les individus, les jeunes enfants, on pourra à la longue justement leur apprendre à être plus proches de l'amour de soi que de l'amour propre. Il faut éduquer les enfants, mais pas du tout comme on pourrait s'y attendre en leur donnant plus de culture, bien au contraire. L'idée rousseauiste est de dire qu'il faut replonger les enfants dans la nature, renouer justement le contact avec cette nature, et que finalement c'est par ce contact avec la nature que l'humanité développe ses meilleures qualités. Donc si on fait le bilan de ce texte de Rousseau, on voit que autant Rousseau constate comme Pascal que l'humanité est en progrès, chez Rousseau, ce progrès non seulement ne peut pas être infini, mais même il peut finalement se retourner, voire l'histoire de l'humanité peut être considérée comme une forme d'alternance entre des points hauts et des points bas, voire une décadence progressive de l'humanité si l'humanité n'y prend pas garde. Et donc Rousseau nous prévient sur le devenir de l'humanité. À la fin du XVIIIe siècle, Rousseau tire le signal d'alarme. Il nous signale que l'homme peut être un véritable tyran pour lui-même comme pour la nature. Tyran de lui-même, nous l'avons profondément mesuré au XXe siècle avec toutes les guerres et les exterminations massives que nous avons connues. Tyran de la nature, c'est ce que nous apprenons peu à peu à mesurer au travers de la grande crainte écologique.